Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir, tout au long de ce cercle de minuit, d'un pays lointain, d'un pays trop lointain, d'un pays où nous avons beaucoup à apprendre pour notre imaginaire et pour notre perception du monde. Nous, ceux qui savons entendre, ceux qui savons écouter, nous allons parler du pays des sourds pour reprendre le beau titre du beau film de Nicolas Philibert. Et nous allons parler de leur imaginaire et nous allons parler de nous tous, nous qui entendons et qui avons besoin des sourds. Donc nous allons commencer cette émission en regardant un document, vous vous en souvenez tous sûrement. Mademoiselle, monsieur, nous vous invitons à prendre part aux 16e Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Nous souhaitons la bienvenue à tous les athlètes. Bienvenue aux spectateurs et aux téléspectateurs du monde entier. Recevez... Alors vous vous souvenez tous de ce document. Geneviève Olgenizac, c'était le moment où justement la parole des sourds pouvait se faire entendre. Ce document, donc c'était le début du lancement des Jeux Olympiques d'Albertville. C'était exactement le 8 février 1992. Et ce document nous avait tous émus quand on avait regardé la télévision, émus par la beauté de la langue des signes, on va en parler tout au long de cette émission, mais émus aussi parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un pont, pour reprendre une expression d'Emmanuel Laborie, il y avait un pont entre ces deux mondes-là qui se faisait officiellement. C'est très certain, mais je pense que pour en arriver là, il a fallu beaucoup de détermination de la part des sourds, parce que c'est vrai que c'est une véritable langue, la langue des signes. Et très brièvement, je ferai un petit historique, à savoir qu'en 1760, l'abbé Charles-Michel de l'Épée, ayant recueilli 2 orphelines, a commencé à fonder la première école. Malheureusement, en 1789, en pleine révolution, l'abbé meurt, bien sûr, et il fallait continuer son premier travail. Il avait quand même eu quelques disciples, l'abbé Sicard qui reprend le flambeau. Ce qui fait qu'en 1794, le 4 avril précisément, et nous avons fêté à l'Institut national des jeunes sourds de Paris, c'est ce grand événement dans la communauté des sourds, l'abbé Sicard ouvre les portes aux premiers sourds scolarisés dans une école publique. Des professeurs sourds, bien sûr, des personnes aussi entendantes, on continue donc à élaborer tout un programme d'enseignement avec une culture qui était vraiment bien assise dans les murs de l'Institut. L'école de Jules Ferry, 1860-1870, beaucoup de questions, beaucoup de spécialistes se réunissent au congrès de Milan, là où effectivement aucune personne sourde n'était présente, et décide brutalement la suppression de la langue des signes, puisqu'il fallait absolument que les sourds apprennent à oraliser. Certains sourds diront devenir des perroquets à parole, et du jour au lendemain, on supprime la langue des signes dans la classe. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait une volonté absolue du gouvernement de l'époque de faire en sorte que les sourds ressemblent à n'importe quelle personne donc entendante, ayant les mêmes droits, et les mêmes droits à l'oralisme, alors que là, le dialogue avait été complètement coupé, on n'avait pas demandé aux sourds ce qu'ils en pensaient. Plus de cours en langue des signes, plus de gestes, mais ces écoles, il y en a eu plusieurs sur le territoire français, rassemblant donc des élèves qui venaient des fins fonds de la France, de ce fait des internats, et la langue des signes, fort heureusement, a continué à s'acquérir en secret, bien sûr, puisqu'on ne pouvait pas ni parler dans les cours de récréation, ni dans la classe, mais dans les internats, sur les temps de récréation, les jeunes communiquaient entre eux. C'est quand même incroyable de savoir que cette langue fut interdite, non ? Pourquoi ? Parce que ça faisait peur ? Alors je ne sais pas si c'est une question de peur, je pense que toutes les personnes ici réunies pourront répondre justement sur ce point très précis, mais il y avait une volonté déterminée du gouvernement de l'époque de faire en sorte qu'une personne sourde puisse vraiment s'intégrer chez les entendants et donc de ce fait oraliser au maximum. Donc plusieurs débats entre professionnels, mais là étaient écartés les professionnels sourds de l'époque,
sur le bien fondé de la continuité, de la continuation donc de l'utilisation de la langue des signes et de ne prôner qu'un seul enseignement uniquement oraliste. Rachid Mimoun, vous savez pourquoi cette langue des signes a fait tellement peur aux entendants? C'est pas un problème qui vient des sourds, mais bien un problème qui vient des entendants. Parce que les entendants ne connaissent pas la langue des signes. Les entendants connaissent leur langue, le français, ils savent parler, et tous les sourds connaissent la langue des signes. Alors les entendants sont vraiment coincés, ne savent pas quoi faire. Donc ils ont préféré interdire la langue des signes et les obliger à parler pour s'adapter à eux-mêmes. Mais la langue des signes, la culture des sourds pour les entendants n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que cette interdiction, c'était une loi. Ça a vraiment été voté. Oui, mais et tout le monde avait peur. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment une double punition tout de même. Parce qu'il y avait l'interdiction de la langue des signes, on attachait les mains derrière le dos. Imaginez quand même les entendants, bon, les langues régionales également. Bon, à Paris, c'était la langue française et il fallait que toutes les régions suivent la capitale. Hein. Ce qui fait que tout le monde a eu l'interdiction d'utiliser sa propre langue régionale, tout comme les sourds. Mais c'est absolument impossible pour les sourds de ne pas utiliser leur propre langue. Comme disait la personne juste avant moi, c'est que la langue des signes a quand même vécu. Bon, maintenant la situation s'améliore. Emmanuel? Moi, par rapport à la peur, je pense que c'est vrai, il y a aussi peut-être que les gens avaient peur que les gens soient responsables et autonomes. Et par exemple, qu'ils enseignent eux-mêmes à d'autres élèves sourds. Avant, il y avait des enseignants, des pédagogues, les entendants, pour eux peut-être, ils n'acceptaient pas peut-être l'autonomie des propres sourds. Ils préféraient s'occuper eux-mêmes des sourds, faire à la place en fait des sourds, vraiment. Peut-être que c'était ça, ils avaient peur que les sourds soient responsables et autonomes et n'aient pas besoin des entendants. Je crois que c'était ça. Je pense qu'ils avaient du mal à accepter ça. Je crois qu'il y a aussi une idée de pouvoir, aussi de plaisir du pouvoir. Je pense que c'est dans chaque être humain. Comme si, oui, Thierry Roisin. Toutes les minorités linguistiques étaient sévèrement réprimées. Et puis, à un moment aussi où la science... Une minorité linguistique. La langue des signes, si on peut la considérer ainsi. Oui, comme un peuple à part entière qui a sa langue. Et c'est aussi une époque où la science fait des gros progrès, hein, fin du 19e, et les scientifiques pensaient que la surdité pouvait... qu'on pouvait trouver une solution médicale au problème de la surdité. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi que les sourds ensemble forment une communauté qui peut justement perturber l'ordre des entendants? Est-ce qu'il n'y a pas, pour reprendre ce que vient de dire Emmanuel, une notion de peur, Nicolas Philibert? Je crois que parmi les raisons invoquées au Congrès de Milan pour interdire la langue des signes, il y a aussi la sensualité que dégage la langue des signes et qui dérange l'ordre établi. Il y a une chose de sensualité dans la langue des signes. Et c'est quelque chose qui fait peur. Et puis une autre raison, à l'époque, on va même jusqu'à dire la langue des signes provoque la pneumonie, la tuberculose, favorise la tuberculose, parce que comme si la voix était un moyen d'y remédier, enfin, faisait fonctionner le souffle. Parce que ça sort de nous. Voilà, ça sort de nous. Oui, Geneviève? Moi, je rajouterais encore une petite chose, parce que c'est vrai que le 19e siècle, ça a été, à un moment donné, aussi le grand enfermement. On a enfermé les fous, il fallait absolument normatiser toutes les institutions. Bon, ben, pour les sourds, on a dit on n'utilise plus la langue des signes et on est normatif. Mais fort heureusement, quand même, je dirais que cette langue s'est perpétuée dans les internats. Et ce qui est très intéressant quand même, c'est de voir que depuis ces 20 dernières années, beaucoup de choses ont changé. À savoir que en 1975, beaucoup de sourds, de parents d'enfants sourds, de professionnels discutaient, et il y a eu donc un fameux voyage en 1976 au Gallaudet, parce que je crois qu'il faut aussi parler du Gallaudet. Laurent Clerc, qui était donc élève de l'abbé Sicard, très brillant, s'est expatrié aux États-Unis en 1817. Et là-bas, donc, a fondé cette école, et là, la langue des signes s'est perpétuée dans l'enseignement. Ce qui fait que quand ce groupe de parents, de jeunes sourds, de sourds et de professionnels sont allés là-bas, ils ont eu une véritable révélation. Ça a été un choc. Et depuis, beaucoup de manifestations se sont produites, à savoir que en cadeau de Noël, suite à plusieurs manifestations, Noël 76, il y a eu le premier journal télévisé en langue des signes. Le samedi matin, il y avait donc Claude Lucotte et Joël Lelu.
Ensuite, il y a eu d'autres manifestations, il y a eu la création de l'Académie de la langue des signes, c'était important, mais je crois que surtout, la chose qui compte beaucoup, c'est donc la loi Fabius de janvier 91, qui a permis finalement de bien poser la question de l'enseignement donc des enfants sourds et de mettre le point sur le bilinguisme. Avoir droit donc à une éducation avec 2 langues, et ça bon, c'est la résultante de nombreuses associations, dont notamment donc 2 langues pour une éducation, qui était très 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 militante. Et là, les parents avaient le choix, les enfants, les adolescents aussi, de suivre un enseignement donc dans 2 langues, le bilinguisme. Alors on va voir tout de suite un extrait du film de Nicolas Philibert, Le Pays des sourds, où une femme va raconter que parce qu'elle était sourde, eh bien elle a été placée en asile par ses propres parents, parce que être sourd, cela voulait dire être si différent qu'on pouvait vous enfermer. Nous parlons de cette langue des signes depuis le début de cette émission, mais comment s'est-elle élaborée? Quels en sont ses fondements? Et est-ce que c'est une langue qui évolue? Alors je ne sais pas qui veut répondre. Geneviève? Donc peut-être Bruno peut... Bruno Moncel, Rachid Mimoun? Il n'y a pas de création de la langue des signes. C'est comme les langues orales, hein. Je veux dire, elles n'ont pas été créées. Je veux dire, c'est une langue qui est née naturellement, qui s'est développée en fonction du monde, en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction de la nature. C'est une langue qui est en pleine évolution. Il y a l'abstrait, on peut tout à fait aborder l'abstrait. Et puis il y a aussi la vie quotidienne, mais on ne peut pas parler de création de langue des signes, pas du tout. Bon, à mon avis, il y a un problème. Le plus gros problème, ce sont les entendants, ceux qui font des recherches linguistiques. Et là, nous n'avons pas de recherche linguistique sur notre propre langue. C'est beaucoup plus délicat. La langue des signes, elle évolue. La technique évolue. Et la langue des signes est un petit peu... Enfin, nous sommes un petit peu en retard parce qu'il n'y a pas suffisamment de recherche linguistique. Et ça, c'est notre problème. La langue des signes est encore une langue opprimée. Alors que toutes les langues orales ont des recherches linguistiques et elles se développent. La langue des signes est en retard. Et nous voudrions, nous, être au même niveau que les autres langues. Et simplement, il nous faut des linguistes. Mais on ne peut pas parler de création de langue des signes. C'est une langue qui s'est développée naturellement. En même temps, on l'enseigne, Jean-Claude Poulain. On l'enseigne, cette langue des signes. À partir de quoi on l'enseigne? Vers les autres, vers ceux qui ont envie de la connaître. C'est un Américain, Bill Moody, qui est venu en France en 1977, au château de Vincennes. Et il y avait une compagnie théâtrale de comédiens sourds. Moi, j'ai entendu parler de cette association. On m'avait dit au château de Vincennes, il y avait des sourds qui se retrouvaient. Alors bon, moi, je ne comprenais rien du tout. Et puis, par curiosité, j'y suis allée. Et c'est une enceinte militaire, donc ce sont les militaires qui m'ont indiqué le chemin. Je suis entrée à l'intérieur de cette tour, et c'était Bill Moody qui enseignait la langue des signes auprès d'entendants. Alors quand j'ai vu ça, j'étais très très intéressée. Je me suis mise dans un coin. Et je me suis présentée à Bill Moody en disant que j'étais sourd, et il m'a fait m'asseoir derrière lui. Et j'ai assisté au cours. Puis ensuite, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, et il m'a demandé si j'étais intéressée par ce cours de langue des signes. Alors, je lui ai dit que c'était la première fois que je voyais ça, que j'étais un petit peu surpris. Et il m'a proposé d'assister à ces cours durant 6 mois. Je suis également allée aux États-Unis. Je suis allée à Gallaudet pour voir les programmes d'enseignement qui étaient appliqués là-bas, c'est-à-dire pas droit à la parole pendant les cours, la langue des signes, la communication non verbale, etc. Mais c'était très clair, en fait, pour moi, l'enseignement de la langue des signes. Moi, après, j'ai créé ma propre méthode par le dessin, par les images. Mais bien sûr, je respecte la culture française, puisqu'aux États-Unis, je faisais en fonction de la culture américaine. Et puis, c'est au fur et à mesure de mes recherches que j'ai fait mon programme d'enseignement.
Et j'ai enseigné. Alors la première fois, bien sûr, bon, bah, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et maintenant, bon, bah, j'ai 18 ans de carrière derrière moi d'enseignant de langue des signes. Voilà. Et comment évolue-t-elle cette langue? Lorsque je suis face à des entendants qui ne connaissent pas du tout la langue des signes, je ne pratique pas tout de suite la langue des signes face à eux, bien sûr, parce qu'ils sont complètement perdus. En fait, je passe par le mime. Je passe par la communication non verbale, je passe par le dessin, mais je ne parle pas. Ce sont les dessins qui sont représentés, on passe par le mime, et ensuite j'amène tout ça vers la langue des signes. On passe par le jeu, c'est un enseignement ludique. Et très progressivement, au bout d'1 semaine, les stagiaires sont satisfaits, ils ont progressé, ils ont appris. Ils ont été initiés à la langue des signes. Connaître la langue des signes, Jean-Claude Poulain, c'est être forcément un peu plus à l'écoute de soi-même. Si les entendants ont la volonté d'apprendre la langue des signes, s'ils aiment cet apprentissage, bon, ils vont apprendre très très rapidement. Certains ont plus de difficultés, ont plus d'angoisse, de blocage. Bon, mais cet apprentissage peut se faire. Il y en a pour certains chez qui l'apprentissage est assez long. De plus, il faut avoir des contacts avec la communauté sourde. Moi, je les pousse à avoir des contacts avec des sourds pour pouvoir progresser dans leur apprentissage. Alors pour certains, ce sera un apprentissage sur 1 an, sur 2 ans. Mais je ne peux pas dire que bon, les entendants vont signer comme des sourds parce que bon, l'apprentissage ne se termine jamais. Comme moi, si je devais oraliser, je n'en finirais jamais. Chantal Guénel. C'est vrai que les entendants apprennent bien la langue des signes, mais ce sont surtout les comédiens qui sont beaucoup plus ouverts. Parce que les comédiens ont plus l'habitude de jouer avec leur corps, de s'exprimer par leur corps. Nous enseignons la langue des signes auprès d'orthophonistes, de parents d'enfants sourds et de professeurs auprès d'enfants sourds. Alors pour eux, c'est plus difficile parce qu'ils ont beaucoup de références auprès du français. Donc ils font du français signé. Ce n'est pas du tout de la langue des signes. Ils ne respectent pas la structure de la langue des signes. La langue des signes fonctionne par l'aspect visuel. C'est comme un enfant qui regarde une image dans un livre, un enfant qui court après un chien. Et bon, ben, tout ça, c'est l'aspect visuel qui rentre en lui et la langue des signes se greffe sur cette structure-là. C'est une structure visuelle. Alors que les orthophonistes, très souvent, quand elles viennent apprendre la langue des signes, bien sûr, pour elles, c'est aussi comment apprendre à parler à ces enfants sourds. Et moi, je sens que les meilleurs apprenants, ce sont les comédiens. Et 20 ans après ce début d'enseignement à l'IVT, ce sont toujours les comédiens. Rachid Mimoun. C'est vrai que les comédiens sont beaucoup plus proches, ils apprennent mieux. Mais les enfants entendant aussi, il ne faut pas oublier, les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, et même avant, qui n'ont pas encore la structure de la langue française, qui n'ont pas encore tous ces mécanismes. Ils l'apprennent beaucoup mieux, ils s'expriment beaucoup mieux parce qu'ils abordent le visuel beaucoup plus facilement que des adultes. Et c'est au fur et à mesure qu'ils sont imprégnés par la langue française, par la structure de la langue française, qu'ils sont bloqués après, parce qu'ils ne fonctionnent plus par le visuel. Et lorsque moi, je leur enseigne ma langue, qui est une langue visuelle, les enfants retrouvent en fait ce fonctionnement. Et moi, je pense qu'il faudrait pouvoir redevenir enfant, bébé, lorsqu'on apprend les choses, lorsqu'on les appréhende par le visuel. Et voilà, nous, c'est comme ça que nous appréhendons les choses. Et nous avons gardé cet aspect-là. Alors que les entendants, et pourtant, à la naissance, nous sommes identiques, mais les entendants, en fait, sont imprégnés par une structure de langue qui est complètement différente. Ils ne font plus du tout, ils ne font plus attention au visuel. Nous signons, eux, ils parlent. Voilà. Et les entendants peuvent apprendre la langue des signes. Ce n'est pas impossible. Alors on va regarder un second extrait du film de Nicolas Philibert, Le Pays des sourds, où on va voir Jean-Claude Poulain donner un cours. Regardez-vous Jean-Claude Poulain. Oui, on voit qu'il faut que tout le corps participe pour que ça passe, Jean-Claude Poulain.
mon plus jeune âge, je suis seule. J'étais dans un petit village, seule, et j'étais souvent dans ma chambre, face à mon armoire, où il y avait un miroir, et je me regardais signer. Et je me signais moi-même. Et ma mère, lorsqu'elle entrait dans la chambre, donc tout de suite je faisais autre chose pour ne pas être vue, parce que j'étais gênée, bien sûr. Et dès que ma mère refermait la porte, je me remettais devant mon miroir et je signais. Mais ma mère rentrait à nouveau brusquement, et c'est comme ça qu'elle m'a vue. Mais je veux dire, c'était naturel. J'avais besoin de voir le corps, les expressions du visage. Enfin, pour rien au monde, vous n'abandonneriez votre langue des signes, j'imagine, Jean-Claude Poulain. Non. Mais je suis née sourde, et la langue des signes est ma langue, et je l'aime, j'en ai besoin. Pour moi, c'est très difficile de parler. Je peux parler, mais ce n'est pas ça, c'est artificiel pour moi. Je suis obligée de vraiment préparer mes phrases à l'avance, de réfléchir comment je vais devoir les structurer pour avoir une phrase correcte, alors que la langue des signes, pour moi, c'est tellement naturel. Je suis sourde. Alors Emmanuel, on parle beaucoup de nouvelles technologies en ce moment. On parle notamment d'implants cochléaires, c'est-à-dire qu'on voudrait faire des sourds, des gens comme nous, et puis on voudrait leur mettre des petites choses dans les oreilles pour qu'ils deviennent exactement comme les entendants. Que pensez-vous de tout cela? C'est un sujet très très délicat, vraiment. Les implants cochléaires, en fait, il faut expliquer brièvement ce que c'est. C'est un appareil électronique qui est placé à l'intérieur du crâne. C'est vraiment une intervention chirurgicale. Donc on place dans la cochlée des électrodes. Donc on tue en fait définitivement les cellules ciliées, les cellules de l'audition, qui sont définitivement détruites. Donc ça, faut être clair, ce sont des cellules que l'on détruit. Donc pour les adultes sourds qui se sentent mal dans leur peau, je respecte complètement leur choix, ou des personnes qui sont devenues sourdes, je ne sais pas, qui ont envie de retrouver l'audition, qui ont ce besoin, ça je comprends, c'est leur responsabilité. Mais pour les enfants sourds, qu'on implante des enfants sourds, ça là je suis pas d'accord. Je peux pas accepter ça du tout. Les parents effectivement qui sont choqués à la naissance d'un enfant sourd, je comprends, mais il faut leur proposer tout de suite un implant. Je crois que c'est artificiel, et lui dire en plus qu'il va venir entendant, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est vraiment donner une fausse image. Peut-être qu'un enfant un enfant sourd implanté pourra effectivement, suite à de nombreuses heures de rééducation, entendre le cuicui des oiseaux, ou quand on l'appelle, il se retourne et on dit « Oh, c'est formidable ». Oui, c'est peut-être formidable, mais c'est un travail énorme pour un enfant. Bon, l'implant aussi, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que les médecins veulent en implantant des enfants? C'est quoi? Les faire parler, c'est évident. Donc la langue des signes disparaît à ce moment-là. Ça c'est clair. Implanter, ça veut dire c'est pas langue des signes et orale, c'est pas vrai. Faut arrêter de mentir. C'est faire parler un enfant. Et donc que la langue des signes n'existe pas pour cet enfant. Ça c'est grave, ça veut dire ne pas accepter la surdité de cet enfant, ne pas accepter sa différence, le refuser tel qu'il est en fait, refuser sa spécificité, donc refuser sa langue aussi, refuser aussi donc la communauté dont il fait partie. Ça c'est extrêmement grave pour moi. Moi j'ai envie de dire à des parents qu'un enfant sourd, attention, bien sûr, moi j'ai envie aussi de dire aux médecins, attention, il faut donner toute l'information complète aux parents et parler vrai. Pas retirer l'information en donnant de faux espoirs aux parents. Donc donner toutes les informations. Il y a récemment le Comité national d'éthique a donné un avis sur les implants. C'est la première fois qu'on dit enfin qu'on reconnaît que la langue des signes est importante pour les enfants sourds, que c'est primordial. Bien sûr, les implants ne sont pas interdits, mais on dit quand même attention, mettons un frein, la langue des signes est importante pour l'enfant. Pour tout simplement son développement psychologique et social, pour son intégration. Des enfants sourds qui effectivement sont intégrés dans le milieu entendant, apprendront à parler bien sûr, mais au milieu d'un certain nombre d'entendants, il sera un peu perdu. Il aura besoin de stabilité et d'identité. S'il ne connaît pas la langue des signes, il est sur un fil en fait, il est vraiment entre deux mondes, et ça c'est terrible. Il a besoin d'une assise, il a besoin d'être bien dans sa peau, d'avoir une identité, pour après ça, pénétrer dans les deux mondes sans aucun problème, avoir vraiment un équilibre. Je crois qu'il y a d'autres sourds qui peuvent, par exemple Bruno, il connaît très bien le problème, peut intervenir, il connaît bien. C'est grâce à lui en fait au départ qu'il a fondé l'association Les Sourds en Colère. Je crois qu'il peut nous en parler. Bruno Moncel, que pensez-vous de ces nouvelles propositions technologiques et de ces implants cochléaires? Mais je ne comprends pas que ce soit des entendants qui décident de soigner des sourds. Pourquoi depuis 200 ans ça continue comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette interdiction de la langue des signes? Je ne comprends pas pourquoi les entendants veulent changer les sourds pour qu'ils deviennent entendants. Ça, je ne comprends pas. Bon, il y a les noirs. Est-ce qu'on va les transformer en blancs? Est-ce que les asiatiques, on va les transformer en blancs aussi? Je ne comprends pas ça. Les sourds sont en colère que les entendants décident pour eux sans cesse.
Si c'était les sourds qui devaient décider de leur sort, ben là, ce serait complètement différent. Mais pourquoi est-ce que les sourds n'ont pas le droit de décider pour eux-mêmes? Quand même, je trouve que c'est bizarre ce système en France. Les médecins se sentent au-dessus des autres, ils s'occupent d'une grande oreille, mais attention, nous sommes des êtres humains, nous avons une expression quand même, et c'est une belle expression. Les entendants n'ont jamais vu les sourds entre eux discuter. Nous avons notre expression. Par exemple, Geneviève, tout à l'heure, disait que tous les sourds ont été admiratifs face aux États-Unis. Mais avant, les États-Unis étaient admiratifs face à la France. Et la France était à un niveau bien meilleur qu'aux États-Unis. C'est la France qui a permis aux États-Unis de se développer. Et maintenant, la France se retrouve à la traîne. Attention, l'abbé de l'Épée disait que la langue des signes était une belle langue, une langue naturelle. C'est l'expression des sourds. Et c'est l'abbé de l'Épée qui l'avait dit. Il l'avait parfaitement compris. C'était un prêtre, et c'est le gouvernement qui ne comprend rien. Il faut vraiment se battre auprès des ministères pour leur dire, mais regardez-nous les sourds, et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui regarderont cette émission. Moi, je fais partie de l'association Sourds en colère, tout comme d'autres personnes. Et bon, j'ai fondé cette association, maintenant je la laisse vivre, je me retire un peu, mais elle continue. Chantal Lienel. Moi, je me rappelle, il y a environ 3 ou 4 ans, il y avait eu un appel aux informations pour recueillir de l'argent pour une petite fille qui habitait dans un petit village. Il fallait récolter énormément d'argent parce que la famille ne pouvait pas réunir cette somme d'argent qui était extraordinaire. Et il y a eu des publicités pendant 1 semaine. Mais maintenant, cette petite fille a eu un implant cochléaire. Mais on ne nous en a jamais parlé à la télévision. Est-ce que cette opération a fonctionné ou pas? Silence. Alors qu'ils ont fait une publicité monstrueuse pour avoir de l'argent. Alors en fait, cette petite fille était une petite sourde cobaye. Ça, on en avait besoin. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est maintenant. Est-ce que c'est un échec? À mon avis, c'en est un puisqu'on n'en parle pas. Et ça n'a jamais été annoncé ensuite, les résultats de cette opération. Alors on va voir un 3e extrait du document de Nicolas Philibert, Le pays des sourds. Une jeune fille qui va raconter à quel point, eh bien, elle s'est sentie à la fois exclue, parce qu'appartenant à la communauté des sourds et à l'intérieur d'une famille d'entendants. Voilà, ce témoignage est bouleversant, je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Labourie, parce qu'il y a beaucoup sans doute de petits-enfants qui sont nés sourds et qui ont cru que ils n'arriveraient jamais à continuer à vivre parce que leur différence leur pesait trop. Et ça, c'est ma meilleure amie qui est là, d'ailleurs. C'est clair. C'est vrai que c'est extrêmement important pour un enfant sourd qu'il rencontre bien sûr évidemment des entendants, mais aussi des adultes sourds. Ça c'est important pour découvrir un espèce de modèle en fait, avoir sa propre identité. Moi effectivement quand j'étais enfant c'était pareil, je me disais peut-être que je vais disparaître ou comment est-ce que je vais devenir, parce que je voyais bien que mes parents s'exprimaient différemment de moi. Je voyais bien qu'effectivement c'était mes parents, mais je sentais qu'il y avait une différence. Et je me disais qu'en fait, en découvrant les sourds, je me suis dit, ça y est, on se comprend. J'ai pu aussi poser des questions, les angoisses que j'avais. Comment est-ce que on peut vivre en tant que sourd? Est-ce qu'un sourd peut avoir des enfants? Parce que moi, avant, je pensais que les sourds ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce que je me disais, si l'enfant pleure, moi, je pourrais pas accourir et l'entendre pleurer, évidemment. Donc, mon bébé, il va mourir de faim, ou je sais pas. J'avais vraiment des angoisses.
C'était vraiment une question importante pour moi. Et j'ai demandé à ma mère qui m'a dit « Mais t'inquiète pas, on n'est pas obligé d'entendre, on sent, il y a l'instinct maternel. » Et moi, ça ne me suffisait pas, ça me satisfaisait pas du tout comme réponse. Donc j'ai été voir un adulte sourd qui m'a dit « Mais oui, j'ai des enfants, il suffit de placer un micro sous l'oreiller et il y a un signal lumineux. » Donc ça y est, j'étais rassurée, c'était formidable. On a plein de questions et des angoisses quand on est enfant sourd, et c'est grave d'être obligé de les garder et de ne pas pouvoir poser ces questions-là, justement. Ça rassure les enfants aussi, bien sûr, sur leur avenir, savoir qu'ils pourront avoir un métier, qu'ils pourront grandir et être adultes comme les autres, c'est important. C'est le côté humain qui est extrêmement important, et pas seulement être entre sourds ou entendants, vraiment mélanger les deux. Quand on a des parents entendants, c'est bien, mais découvrir des sourds, c'est aussi important pour l'enfant. C'est pour un petit peu une famille pour l'enfant, c'est comme une deuxième famille. Moi, j'ai besoin, je pourrais jamais me séparer des sourds, j'ai besoin de ça, ça me donne vraiment une force. Moi, je vous remercie ce soir, pas de m'avoir invité seule, d'avoir invité beaucoup de sourds. C'est la première fois que je suis avec des sourds sur un plateau. Je suis toujours seule. Et là, c'est vraiment formidable. Je suis vraiment très fière. Et merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Jean-Claude Poulain. Il y a un très gros problème. Je vais vous l'expliquer. Que ce soit les grandes institutions, à Bordeaux, à Paris, à Metz, à Asnières, etc., il y avait avant 300, 400 élèves. Il y avait des très jeunes et il y avait les plus anciens, les plus vieux, qui avaient une vingtaine d'années, et on utilisait la langue des signes entre nous. Or, maintenant, ce n'est plus la même chose. Les enfants sourds sont intégrés dans des écoles entendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sourds adultes, il n'y a plus de référents pour eux. Ce qui fait que les enfants sont complètement incertains face à leur avenir. Bon, moi, lorsque je vais voir des enfants dans des écoles, ils me disent « Non, c'est pas vrai, tu n'es pas sourd parce que tu n'as pas d'appareil auditif. » Mais moi, j'ai pas besoin d'appareil auditif. Je leur dis « Mais non, je suis sourd. » Et les enfants sourds croient que non, que je suis entendant, que c'est pas possible. Et ça me fait de la peine de les voir comme ça, parce que moi, quand j'étais petit, moi je suis de Metz, on était 300 élèves, donc on comprenait très rapidement que il y avait des adultes sourds. On avait notre avenir devant nous, on l'imaginait parfaitement bien. Et maintenant, c'est un vrai problème, ça. Claire, par exemple, lorsqu'elle raconte de son témoignage là dans le pays des sourds, elle n'était pas du tout au courant, elle n'avait jamais vu d'adultes sourds. Et ça, c'est très très grave et ça pose de vrais problèmes. Rachid Mimoun. Là, c'est les problèmes de tranche d'âge. C'est vrai que ceux qui sont le plus touchés, ce sont ceux qui ont 20-25 ans. Ceux qui ont 50 ans sont beaucoup moins touchés parce qu'ils étaient en internat. Donc en fait, c'était les adultes sourds en fait, qui leur passaient des informations sur la vie à l'extérieur. Bon, bien sûr, maintenant les professeurs passent des informations, mais c'est pas la même chose. Et les enfants, avant, lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose qui se passait en classe, ils se le gardaient pour eux, mais ils allaient rencontrer les adultes, les grands sourds, dans les cours de récréation pour confirmer. Alors que là, les enfants sourds dans les écoles actuellement n'ont plus de référents, ils n'ont pas d'adultes sourds pour pouvoir aller les voir, pour confirmer des choses. Toutes les méthodes d'enseignement maintenant, c'est de l'oral, l'oralisme, pour mieux intégrer les sourds, pour qu'ils parlent mieux. Il n'y a pas de langue des signes dans le monde en majorité, donc il faut que les sourds parlent. Mais c'est très très négatif pour les sourds. Parce que si une personne naît entendante et puis apprend la parole et puis devient sourd, il a des acquis linguistiques qui lui permettent quand même de continuer à pouvoir parler. Mais pour un enfant qui naît sourd, ce n'est pas du tout la même chose. Les médecins, eux, ne voient que l'oreille et la bouche, c'est tout. Et les techniques évoluent. Mais on ne peut pas tout adapter comme ça. Par exemple, regardez, dans les aéroports, dans les gares, dans les magasins, un sourd peut parfaitement être autonome. Moi, dans les gares, je suis désolée, mais on peut lire. On lit les messages, les heures d'arrivée, si le train est en retard, les heures de départ, etc. Il suffit de savoir lire l'heure, c'est tout. Les aéroports, c'est exactement la même chose. Dans les boutiques, au Carrefour, moi j'ai mon caddie, je fais mes courses tout seul. Ça, c'est la vie quotidienne. Pour ça, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais c'est toute la partie administrative, la justice, etc. Là, on est obligé d'avoir des interprètes. C'est comme des étrangers parlant une autre langue, des Chinois, des Algériens, ne connaissant pas du tout le français, on a fait appel à un interprète. On ne leur demande pas de parler le français avant de passer au tribunal. C'est pas possible. Et voilà, et ça, les médecins ne comprennent pas. Oui, Bruno Moncel, vous vouliez dire quelque chose? Vous voyez, c'est très clair. Je vais vous donner un exemple de l'oppression.
Bon, il y a la planète, on voit bien les pays qui sont opprimés. Par exemple, les Indiens d'Amérique, ils ont été complètement détruits. Et dans l'Afrique du Sud, vous voyez, bon, bah, les Noirs sont opprimés, ce sont les Anglais qui ont pris le pouvoir. Vous voyez, il y a des tas d'exemples comme ça à travers le monde. Ce sont des différences culturelles. Des grandes cultures écrasent d'autres. Et là, c'est comme les professeurs entendants ont le pouvoir dans les écoles pour enfants sourds. Avant, c'était des professeurs sourds, avant l'interdiction de la langue des signes. Maintenant, on dit les entendants peuvent remplacer les sourds. Mais nous, les sourds, on n'a jamais demandé que nos professeurs sourds soient remplacés par des entendants. Ce sont les entendants qui ont pris cette décision. Ce sont les entendants qui ont dit on va remplacer les sourds. C'est pareil pour les Noirs. Mais attention, les Noirs maintenant commencent à se révolter. Vous voyez, en Afrique du Sud, maintenant les Noirs sont des êtres humains à part entière et se font entendre. Et les sourds, c'est pareil, maintenant on se fait entendre. Maintenant, depuis 2 ans, ça s'est amélioré. Grâce au Molière qu'a reçu Emmanuel Laborie, vous voyez, c'était la première fois que ça se produisait pour ça. C'était vraiment la première fois. Mais enfin, quand même, depuis 200 ans, la langue des signes est interdite. Bien sûr que les sourds ne pouvaient pas être comédiens auparavant. Emmanuel Laborie, elle a vraiment de la chance. Mais attention, il faut penser aussi aux autres sourds. Il faut vraiment penser à eux. Et la France est en train d'évoluer. Et j'espère qu'on arrêtera de nous remplacer. Alors quand Emmanuel est venu au Cercle de Minuit parler de son livre, Le cri de la mouette, on a aussi parlé de la manière dont les sourds peuvent entendre certaines musiques, et notamment des percussions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel, vous aviez parlé de votre amour des percussions. Alors ce soir, pour contrecarrer un peu tous les clichés qui courent sur les sourds, eh bien, nous avons invité un groupe de musique, un groupe de percussion qui s'intitule le groupe Dicotylédone. Il est constitué d'enfants des collèges Méliès et des collèges Henri Bergson, et ils vont nous interpréter un rythme traditionnel égyptien. Et si j'ose dire, écoutez. Ça vous a plu. Bravo. Chantal, à vous. Vous êtes venu avec un poème. Il s'intitule Fleurs, c'est tout ce que je sais. Et maintenant, vous allez nous le dire, nous le signer. Nous, on vous applaudit. Un poème, par définition, c'est intraduisible et il n'était destiné qu'à ceux qui connaissent la langue des signes. Tant pis pour les autres. Ça les engagera peut-être à apprendre la langue des signes par le biais de la poésie. N'est-ce pas, Rachid Memoun? Alors, nous allons aborder au second rivage de ce pays des sourds
Nous allons aborder le problème de la culture des sourds, car il y a beaucoup d'entendants qui viennent vers vous pour puiser des forces, puiser de l'énergie, puiser de la poésie, puiser une autre vision du monde. Et nous allons regarder un document, vous vous en souvenez peut-être, vous les gens du théâtre, c'était à Avignon. Pina Bausch y interprétait une de ses pièces qui s'intitulait Nelken. Maybe I will meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home. J'imagine qu'Armel Elio se souvient de ce moment-là. C'était à la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Pina Bausch avait décidé d'utiliser le langage des signes comme une langue originelle, une langue à part entière, et depuis le mouvement n'a fait que s'amplifier, Armel Elio. Oui, et même au fond, il précédait un petit peu cette création de Pina Bausch, puisque IVT, par exemple, dont il va être beaucoup question dans les minutes qui viennent, dans le moment qui vient, existait déjà. C'était la rencontre sous le signe du théâtre, d'ailleurs. Les deux personnes qui l'ont fondé, Jean Grémion et Alfredo Corrado, s'étaient rencontrés, si je me souviens bien, à Nancy, au temps du Festival du théâtre. Et il y a eu bien sûr l'influence de l'Amérique, d'une culture américaine où les sourds et la langue des sourds avaient une place vraie, langue, puisque avant ça, au fond, nous, les entendants, on disait plutôt langage que langue. Et c'est grâce à ce travail, effectivement, beaucoup soutenu par le théâtre. C'est un moyen pour nous, entendants, d'avoir accès à ce monde et à cette langue. On a compris, nous, que c'était une langue, qu'il y avait une syntaxe, qu'il y avait une façon de s'exprimer, qui, au fond, une façon de signer, qui est un peu l'équivalent de notre timbre de voix, de notre façon de parler, de notre débit. On n'a qu'à regarder, contempler les gens qui sont autour de nous ce soir. C'est vrai que chacun s'exprime d'une façon différente. Même pour nous qui n'entendons pas, qui ne savons pas signer, on se rend compte que Emmanuel Laboris s'exprime d'une certaine façon, Chantal Lienel d'une autre. Je veux dire qu'elles ont vraiment leur façon de parler. Et nous, enfin, il y a cette expression de Claudel, l'œil écoute, et c'est vraiment ça pour nous. Alors, enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le poème de Chantal, j'ai cru comprendre des choses. Bon, oui, et là, dans l'extrait de Nelken, de Pina Bausch, bon, c'est vrai qu'il y a ce fond musical, mais ce qui est beau, ce que nous a amené le théâtre, joué, interprété par des sourds, c'est aussi l'absence justement de mots. On n'a pas toujours besoin des mots pour comprendre. Et c'est vrai que bon, il y a une expressivité en plus de tout le corps de cette langue qui n'est pas seulement, c'est pas seulement parler avec les mains et avoir une syntaxe particulière, une grammaire particulière, une façon de parler. Oui, il n'y a pas d'autre mot que celui-là, au fond, de signer, parler. C'est tout le corps qui parle lorsque un sourd signe et lorsque on les voit s'exprimer entre eux, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui peut intéresser les gens de théâtre. C'est pour ça aussi, Chantal le disait tout à l'heure, que les comédiens apprennent mieux que les autres. C'est peut-être ça, c'est parce que tout le corps est en jeu. Mais il n'y a pas que le théâtre. Et il y a quelques semaines, on a pu voir à Paris, par exemple, dans le cadre justement d'un stage fait par Joël Lienel,
qui lui travaille plutôt du côté de la danse, une chorégraphie faite avec de jeunes acteurs sourds, français, suédois. Les Suédois, je dois le signaler, ils sont intégrés complètement au conservatoire d'art dramatique dans leur pays. C'est ça aussi, la prochaine étape en France, ça sera qu'il y ait vraiment un vrai enseignement, une vraie autonomie de la culture et de l'expression, aussi bien du savoir que de la culture pour les sourds. Alors avant de revenir donc à ce que peuvent apporter à des entendants le monde des sourds, on va regarder un extrait des Enfants du silence qui fut donc la consécration, si j'ose dire, officielle et qui a fait tomber bien des barrières, qui a dessillé bien des yeux pour tous ceux qui appartiennent au monde des entendants. Regardez cet extrait. Ce que tu préfères, c'est que nous sommes seuls. Mais oui, mais on ne peut pas être toujours seul. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Mal à l'aise. Et pourquoi? Tu te sens... Quoi? Partagé entre le monde des sourds et le monde des entendants. Tu espères être assez forte pour jongler avec les deux. Non, mais si tu ne l'es pas, moi, je le suis. Enfin, nous sommes une équipe, d'accord? Oh, tu ne signes pas avec beaucoup de conviction, hein? Allez, recommence. Non, ça c'est trop, plus doucement. Ouais, ça va. Mais je te le dis, tu es un pont possible pour passer. Tu es un pont. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Recommence. C'est bien. Mais c'est bien. Bon, maintenant tu mets un petit peu d'air, tu pousses et tu poses le premier pas dans le monde des entendants. Tu poses le premier pas. Oh, je t'ai arraché la langue. Oh, ça va. Alors vous êtes plusieurs sur ce plateau appartenant au monde des entendants et vous êtes partis dans ce pays des sourds y puiser quoi, Jean d'Alric? Y puiser une force, une nouvelle manière de voir le monde? Moi, je crois que mon rapport avec le monde des sourds est très particulier. Balzac disait la passion est sourde et muette. Je crois que j'ai une passion pour les sourds. J'ai découvert, pas uniquement, c'est vrai, une beauté de la langue, une beauté gestuelle. J'ai vu des mimes, j'ai vu le mime Marceau. Le langage gestuel n'a en fait pas grand-chose à voir avec la langue des signes. C'est une langue très, très particulière, qui est une langue rare, comme on peut aimer une langue orale. Mais j'ai pas uniquement aimé, je dirais, l'image du sourd vu de l'extérieur. J'ai aimé aussi, quand on parle de syntaxe, de grammaire, oui, c'est vrai qu'il a une autre façon de penser, mais je crois qu'il a surtout une autre façon d'être. C'est-à-dire que nous, le fait d'utiliser des mots, fait que nous utilisons beaucoup notre tête. Et je crois que les sourds, en fin de compte, communiquent pas au niveau du cérébral. Ils communiquent au niveau de l'émotionnel. Et pour moi, c'est une grande richesse. Et c'est peut-être tout ce qu'on devrait réapprendre aujourd'hui, tout ce qu'on découvre peut-être dans des pays comme l'Afrique, par exemple, que j'aime aussi particulièrement, où on a une autre façon, je dirais, d'appréhender les autres, de voir les autres, de communiquer avec les autres. Et puis, cette passion a duré un certain nombre d'années. J'ai découvert tous les problèmes, parce que c'est vrai que rien n'est résolu. Bruno Moncel le disait tout à l'heure. La première fois que j'ai voulu monter Les Enfants du silence, on m'a dit « Ouh là là, les malades, ça fait peur au public ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ça veut dire malade ?» Et je crois qu'il y a peut-être, enfin en essayant de comprendre les choses, qu'il y a peut-être dans l'élocution, puisqu'on oblige les sourds à parler, il y a parfois une mauvaise élocution, comme nous les entendons, nous avons une bonne élocution. Je dirais, qu'est-ce que veut dire le mot? Eh bien, je dirais, faisons des parallèles, allons en psychiatrie, allons voir des gens qui sont des malades mentaux, par exemple. Ils ont aussi une mauvaise élocution. Force peut-être de médicaments aussi, enfin, il y a plein de choses à dire. Eh bien, du coup, on a assimilé beaucoup, très longtemps,
le sourd au malade mental, alors que ça n'a rien à voir. Et je dirais, au sein d'une famille, on a poussé l'enfant sourd à oraliser, c'est-à-dire à parler, et puis une fois qu'il était dans un contexte social, du fait qu'il ne parlait pas bien, comme nous les entendants nous le pensons, on l'interdisait, on lui interdisait de parler à voix haute. Donc l'enfant sourd s'est trouvé dans un dilemme effrayant. Et puis, j'ai résisté parce que j'avais les moyens de résister, j'avais acheté les droits de la pièce en 82, puisque je précise que j'ai joué la première fois la pièce avec Chantal Lienel. Et quand j'ai rencontré Emmanuelle, j'ai repris la pièce pour elle parce que je trouvais qu'elle était aussi merveilleuse, qu'elle pouvait être une merveilleuse Sarah. Et puis j'ai vu les a priori, les préjugés, tout ce que les directeurs de théâtre pouvaient penser du public en disant non, ils vont avoir peur. Eh bien, en 82 comme en 92, et je n'ai pas eu plus d'aide en 92 qu'en 82, j'ai eu les mêmes réactions de la profession, d'une grosse partie de la profession, et une réaction inverse de la part du public. Le public, en général, était totalement ouvert. Donc le Molière, ça a été un moment très important pour la communauté des sourds. Oui, le Molière a été très important parce qu'Emmanuelle a dit très clairement, d'une manière très concise, je dirais ce qu'elle était. Elle avait un discours et je crois qu'elle a eu une opportunité fantastique de pouvoir comme ça s'adresser en peu de temps à des millions de gens, de téléspectateurs. Et je crois qu'elle a bien, elle a bien saisi cette chance et les gens l'ont bien reçu. Je crois que la majorité des gens vivent dans des a priori, dans des préjugés. Et c'est vrai qu'il y a heureusement des gens comme Stanislas Nordet, comme Thierry Roisin, comme Jean-François Labouvrie, qui sont là pour gérer et qui encouragent, parce que Jean-François Labouvrie est là depuis des années, à IVT. Alors l'IVT, c'est l'International Visual Théâtre. Oui. Chantal Lienel. Alors, parlez-nous un peu de l'International Visual Théâtre, de son histoire. Tout à l'heure, Jean-Claude Poulain a rappelé où il était situé. Moi, je veux dire que je suis née en 1977, à la création de l'IVT, parce que je suis allée à l'IVT. Pourquoi l'IVT? Parce qu'en France, la culture sourde n'existait pas, enfin, elle n'était pas reconnue. C'est un sourd américain qui est revenu en France, pensant vraiment qu'en France, la situation était vraiment très, très développée, puisque l'abbé de l'Épée était français, pensant que l'évolution avait continué depuis l'abbé de l'Épée. Et quand il est arrivé en France, il a été vraiment très choqué de voir qu'il n'y avait rien, que la langue des signes était interdite, que les sourds se cachaient, qu'on ne les voyait pas. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des démarches pour contacter les sourds. Il y a de nombreux comédiens qui sont là depuis 20 ans maintenant à l'IVT, qui sont venus. Et en fait, le but, c'était de montrer la culture sourde, de dire que vraiment, elle ne disparaissait pas, et être fier de notre culture, de notre langue. Et comment faire? Il y avait un énorme travail. En fait, on nous a offert le château de Vincennes. L'IVT a été créé dans la tour du château. C'était sale, poussiéreux, il n'y avait plus de vitres aux fenêtres, il y avait des rats. Et nous étions ravis, mais contents, parce qu'on avait un lieu, on pouvait enfin se montrer, on pouvait montrer la beauté de notre langue des signes, parce qu'en fait, on se battait pour l'avenir de nos enfants. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a retroussé nos manches et on a travaillé. Nous étions tous des bénévoles. Nous avons nettoyé les planchers, nous les avons réparés, nous avons mis des carreaux aux fenêtres, nous avons poussé les murs, nous avons remis cette tour à neuf. Et c'était notre maison, nous en étions très fiers, c'était notre château. Les entendants n'étaient pas au courant de notre existence. Donc là, il a fallu que l'on crée notre propre culture, que l'on la montre au grand jour. Ce n'était pas du tout copier la culture des entendants, c'était vraiment un travail de recherche et ça n'a pas été facile. Parce que nous avons toujours subi l'interdiction de la langue des signes et du coup, nous n'osions pas nous lancer. Que faire? Comment faire? Est-ce que la langue des signes, on pouvait l'utiliser? Mais sûrement pas. On était très très inquiets, on avait peur. C'était bon, peut-être pour des amis, mais des gens très proches. Et puis cet Américain, Alfredo Corrado, s'est battu en disant « mais il faut le montrer, montrez-vous au grand jour ». Et moi, j'étais bloquée, j'étais oralisée depuis mon plus jeune âge, la langue des signes m'avait toujours été interdite, je recevais des gifles dès que je faisais un signe. Donc pour moi, m'exprimer en langue des signes face à un public, c'était quelque chose de très très difficile. Moi, j'ai appris la langue des signes très très tardivement. Et en fait, j'ai commencé à m'exprimer par l'écrit. Parce que je manipulais bien le français et j'ai écrit des poèmes. C'est pour ça que j'ai écrit un premier recueil de poèmes. Alors pour moi, ce n'était pas du tout la beauté des mots, la beauté des phrases. C'était en fait tout ce que je pouvais vivre, tout ce que les autres sourds ont pu vivre, tout comme moi. Et la langue des signes, ce que cela voulait dire, la culture de la culture des sourds. Et c'est tout ça qui apparaît dans mes poèmes.
Et c'est tout ça qui est apparu ensuite dans les spectacles créés à l'IVT, nos premières créations. Et la première création, la première présentation en public, mais nous étions hyper inquiets, parce qu'on ne savait pas du tout ce que pensaient les entendants de nous, qu'on était des débiles, qu'on était des singes, qu'on était des fous. Et puis on a pris notre courage à deux mains, parce qu'on s'est dit c'est pour les enfants de maintenant qu'il faut se battre. Et on a donc présenté notre premier spectacle. Et à l'inverse de tout ce que l'on pouvait penser, les entendants étaient sciés. C'était magnifique, ils ont trouvé ça beau. Ils nous ont demandé si c'était inspiré du katakali ou... Mais non, pas du tout, c'était notre langue naturelle. Et ça a été... En fait, ça nous a donné envie d'aller plus loin. On était beaucoup plus solides d'un seul coup de voir que les entendants aimaient ça, étaient admiratifs. Et on a continué notre travail, on a continué nos créations. Puis sont arrivés les cours de langue des signes parce que les entendants venaient nous voir, je veux apprendre la langue des signes, j'ai besoin de communiquer avec mon enfant sourd. Maintenant j'ai compris qu'il faut que j'utilise la langue des signes, je viens d'ouvrir les yeux, c'est important. Et c'est comme ça qu'on a créé les premiers cours de langue des signes. Et ça ne suffisait pas. Il a fallu créer des premiers dictionnaires. À l'IVT, maintenant, nous avons aussi notre édition. Nous avons des dictionnaires de langue des signes. Vous en avez là certains devant vous. Il y a plusieurs des dictionnaires. Il y a des dictionnaires thématiques. Il y a un dictionnaire pour enfants, des dictionnaires bilingues. Et ça, c'est le dictionnaire pour enfants et le dictionnaire bilingue se vend comme des petits pains. Mais alors c'est vraiment un record absolu. Les parents sont fous de joie d'acheter enfin le premier dictionnaire bilingue pour pouvoir communiquer avec leur enfant. C'est vraiment c'est un très beau livre et ça a demandé un énorme travail, 3 ans de travail pour vraiment bien adapter ce dictionnaire pour les enfants, pour l'avenir de ces enfants. Et puis nous avons aussi créé des stages pour enfants, des ateliers de théâtre. Et les enfants, ils sont heureux parce qu'ils sont face à des adultes sourds. Ce sont les adultes sourds qui leur passent l'enseignement, les connaissances. La communication est facile, ils s'expriment facilement. Ils jouent. Là, récemment, nous avons... il y a eu Madame en a parlé là du stage de chorégraphie avec les comédiens suédois et les comédiens français. Il y a là 2 des comédiens français de l'IVT qui ont participé à cette expérience. Et c'est dommage qu'il n'y ait eu que 2 représentations, parce que vraiment c'était une chorégraphie signée. On est toujours inquiet face au public, que va dire le public, comment va-t-il réagir, parce que les sourds, bon bien sûr, ce ne sont pas des chorégraphes professionnels, ce ne sont pas des danseurs, mais c'est la danse du corps, c'est la danse des signes. Bon, bien sûr que nous avons des tas de richesses, et là c'était un énorme succès, une fois de plus. Et encore des entendants qui étaient à nouveau sciés. Et vraiment c'est ça la culture sourde. C'était très nouveau pour nous aussi, les sourds. Il faut encore aller de l'avant, il faut encore créer. À l'IVT, nous avons énormément de travail, énormément de projets, mais un énorme problème. Nous n'avons plus de local. Eh oui. Maintenant, nous devons quitter ce château. Nous devons quitter le château de Vincennes. Nous sommes les SDF de la LSF. Alors, voilà. Non, mais depuis 1988, nous demandons à nouveau un nouveau lieu. Alors, on nous dit qu'il faut quitter le château de Vincennes parce qu'il va être transformé en musée, parce que c'est un lieu historique. Moi, je suis tout à fait d'accord de partir. Mais nous avons plein de projets, nous avons du travail devant nous. Nous, on a besoin d'un lieu, d'un grand lieu, pas un petit, c'est pas possible. On a des tas de choses à faire. Nous avons des tas de projets, des tas d'idées, nous avons des tas de créations devant nous. Mais c'est vraiment l'avenir. Nous avons besoin d'avoir la création d'un centre international d'art et de culture sourde. Parce que c'est à un niveau européen que ça se passe maintenant. Nous avons des échanges avec des tas de pays. Nous sommes allés à Moscou, nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes allés en Suède. Nous avons des tas d'échanges, nous accueillons des sourds étrangers et nous cherchons un lieu. Mais c'est une honte d'en arriver maintenant. Dans le monde entier, on vous refuse il y a un des nouveau théâtres lieu pour les sourds. Mais à Paris, il n'y a pas de lieu pour nous. On vous le refuse, vous qui en aviez un. C'était Michel Guy, je crois, qui vous avait donné ce lieu. Depuis, plus personne ne répond au ministère de la Culture. Nous avons un soutien du ministère de la Culture, ils souhaitent nous aider, la ville de Paris souhaite nous aider, et on nous dit qu'il faut qu'on cherche par nous-mêmes un lieu. Donc nous avons cherché, c'est ce que on nous avait dit. Il y a des tas de lieux à Paris, il y en a plein, mais une palette incroyable. Nous avons à chaque fois dit, voilà, nous avons trouvé tel lieu, nous avons trouvé tel lieu, rien. Mais nous approchons des élections, mais nous n'avons toujours pas de lieu. Et nous, on va se retrouver dans la rue, au chômage. Nous avons un théâtre, nous avons des projets. Vous voyez, nous avons un projet avec Thierry Roisin pour le spectacle Antigone qui va être créé au Festival d'Avignon. Nous cherchons un lieu, nous ne l'avons toujours pas. Nous allons jouer au Festival d'Avignon et à notre retour à Paris, où est-ce qu'on sera? On n'en sait rien. Puis attention aussi, je voudrais quand même dire... Il faut toujours que l'on demande des autorisations, mais on nous demande, mais est-ce que l'IVT va pouvoir... Mais nous n'avons pas de problème, nous sommes une association saine, nous fonctionnons bien, nous avons de l'argent.
Ce que nous voulons, c'est un lieu, un grand lieu, pour pouvoir accueillir des Européens, des Américains. Nous pouvons travailler en échange avec eux. Nous avons accueilli des Américains il n'y a pas très longtemps. Ils ont été surpris de voir qu'en France, nous en étions encore là. Alors que aux États-Unis, la France, pour eux, c'est la référence. C'est le pays culturel des sourds. C'est vraiment le pays des sourds. Et quand ils arrivent ici, il n'y a rien. Regardez au Châtelet, les sourds sont sur les quais de métro, parce qu'il n'y a pas de foyer, parce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans un lieu qui leur appartienne. Ils sont dans la rue, ils discutent, ils se droguent dans la rue, et ils enquiquinent les entendants veulent les voir disparaître. Mais donnez-nous un lieu. On se bat depuis des années. Là, bientôt, on va se retrouver à la rue, mais très très bientôt. Et on ne partira pas, on restera, et on n'en bougera pas de ce lieu, parce qu'on veut un autre lieu, on veut notre endroit. Et là, nous approchons des élections. Mais dites donc, si on en parlait un petit peu des élections, là, rappelons-nous-en, au journal officiel, non mais je tiens à le dire, au journal officiel du 12 août 1992, il y a été un décret, il y a eu un article 9 disant que il fallait que pour toutes les informations générales et politiques, elles soient traduites en langue des signes. C'est marqué. Et depuis 3 ans, vous voyez, il n'y a rien. Rien du tout. Mais à la télévision, regardez, il n'y a pas d'interprète. Lorsqu'il y a les candidats qui se présentent, il n'y a pas d'interprète pour traduire leur discours. Qu'est-ce que c'est que cet article-là sur le journal officiel? Ça, on l'a complètement oublié, parce qu'on est des handicapés, on ne se voit pas. Alors, les aveugles, on les voit. Les handicapés physiques, on les voit. Mais les sourds, on ne les voit pas. Alors, on s'en fiche. Parce que nous avons un problème de communication. Parce que vraiment, mais nous sommes en colère. On a envie d'aller plus loin. Et c'est normal que cette association Sourds en colère se soit créée. Parce on se bat, mais à chaque fois, on se retrouve face à un mur. Alors bon, bien sûr, les sourds, ça ne se voit pas dans la rue. Alors les aveugles, peut-être qu'on s'en occupe plus, peut-être qu'il y a des choses qui se font pour les autres handicaps. Mais pour nous, alors on a fait des manifestations gentiment, avec des gants blancs, avec une colombe et tout ça. C'est beau, bravo, magnifique. Les journalistes sont venus, ils ont voulu interviewer les sourds, mais nous, face à un micro, vous voyez notre... On peut pas, nous, on utilise la langue des signes. Et il y en avait des sourds dans la rue, je peux vous dire, mais on ne pouvait pas avoir une rangée en plus d'interprètes, c'était pas possible, on ne peut pas faire un rang de sourds, un rang d'interprètes, enfin, c'est pas possible, on a besoin de communiquer aussi. Alors s'il vous plaît quand même que tous ceux qui nous regardent là ce soir, mais qu'on nous aide enfin à avoir un lieu, mais très très rapidement. Je vous dis, on a des tas de projets, mais là on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas de lieu. Il faut penser à ces enfants, il faut penser à leur avenir, il faut penser à ces ateliers qui doivent continuer. Eh bien, écoutez, on espère que cette émission va contribuer à restaurer le dialogue avec le ministère de la Culture, avec la mairie de Paris. On va essayer de vous aider à notre manière. Rachid Mimoun, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi vous n'avez plus de lieu. Ça nous paraît, à nous, un véritable scandale. Rachid Mimoun. Bon, je voudrais rajouter quelque chose. La Fédération nationale des sourds de France a 2 affiliations. Donc il y a un comité européen, donc European Relations Deaf, et aussi la Fédération mondiale des sourds. Donc nous allons souvent à cette fédération européenne pour faire avancer justement les choses au niveau culturel, au niveau du théâtre. Bon, ça se développe quand même. Mais la France, nous sommes très très en retard. Quand on regarde par rapport à l'Espagne, qui est beaucoup plus en avance que nous. L'Espagne est beaucoup plus avancée. En France, nous avons un très très gros problème. Parce que c'est dans la mentalité française, ce sont les chiffres. Voilà. Mais jamais le respect de l'être humain, jamais le respect d'une communauté, jamais le respect d'un handicap, quel qu'il soit. On pense aux chiffres, uniquement aux chiffres. Un exemple pour illustrer ce que je dis. Bon, moi je souhaiterais... lorsque je demande combien y a-t-il de sourds en France, on ne peut pas nous dire. Parce qu'il y a les catégories, la cotorep, c'est A, B et C. Mais c'est un secret professionnel. Alors on ne sait pas si ce sont des handicapés physiques, des aveugles, on ne peut pas savoir. Alors, mais comment peut-on montrer qu'il y a tant de sourds en France? Alors on nous dit, oh mais vous êtes très peu, voyons... mais non, mais l'IVT c'est très dur là ce qu'ils vivent, parce qu'ils n'ont pas de lieu, ils se battent. Alors je pense que c'est dans les mentalités françaises. L'habitude est toujours en retard par rapport aux autres. Les Anglais sont en avance, les Espagnols sont en avance et nous on est en retard. Voilà ce que dit Chantal, c'est que nous avons un problème, c'est comment peut-on se discuter? Comment peut-on dire? Les sourds, nous, on ne se voit pas dans la rue. Quand vous nous rencontrez dans la rue, mais vous ne voyez pas, vous ne savez pas que nous sommes sourds. Alors quand il y a un entendant qui rencontre un sourd et que le sourd ne sait pas parler et que l'entendant ne peut pas signer, il faut un interprète. Vous savez combien il y en a en France? 60. C'est trop peu par rapport à la Suède où il y en a 400. Par rapport aux États-Unis où il y en a 4000. En France, il y en a trop peu. C'est-à-dire que la culture sourde, si elle vient à disparaître, ça veut dire que
il y aura des problèmes vraiment d'identité chez les sourds, parce qu'ils ne sauront plus où ils sont. Ils seront vraiment perdus, déstabilisés. Alors pour nous, c'est une chance, Emmanuelle Laborie. C'est une chance qu'elle ait reçu ce Molière, parce que vraiment, ça a éveillé un petit peu la France à notre situation. Et je vous assure qu'il serait vraiment temps, parce qu'il y a des tas de pays où la langue des signes est reconnue, mais elle ne l'est toujours pas en France. À la télévision, vous voyez, il y a très peu la langue des signes. Nous avons encore des tas de problèmes. Là, ce sont les élections. Alors bon, bien sûr, on parle de politique, ce sont les candidats qui se présentent, etc. Et jamais on ne demande l'avis des handicapés. Jamais. Moi, je vais aller voter, non? Je suis un citoyen français, oui ou non? Mais moi, alors, je suis quoi? Je suis un étranger, je viens d'une autre planète, je suis un martien, je suis un citoyen comme tout le monde, je dois aller voter, je dois avoir une information. Et ça, c'est un gros problème chez les sourds, parce que les sourds se disent, bon, bah, alors ils me demandaient leur avis à leurs parents, bah, pour qui dois-je voter? Et voilà. Non mais les sourds votent comme leurs parents. C'est quand même incroyable, on n'est même pas capable d'avoir notre propre opinion. C'est pas possible, voyons. Là c'est un problème vraiment d'oppression. C'est qu'on nous met de côté. Alors comment se battre? Comment? Eh ben, c'est-à-dire que c'est la télévision aussi. C'est la télévision qui est notre seul soutien. Il faut vraiment leur passer des informations tous les jours. Et il n'y en a pas suffisamment encore. Moi je regarde... La télévision une fois par semaine pour l'émission L'œil et la main. C'est tout. Ah. Voilà, c'est tout. Parce que c'est comme quand j'étais gamin, on me disait tu regardes la télévision 5 minutes et après tu vas au lit parce que demain tu dois aller travailler. Mais enfin je suis un citoyen français comme tout le monde. Alors il n'y a pas de LSF à la télévision, alors je suis punie, je vais me coucher. Non mais alors ça veut dire quoi? Moi j'ai droit à ma télévision le samedi matin, c'est tout. Mais enfin, moi je suis un être humain comme tout le monde. Et ça c'est un très gros problème. Stanislas Nordet, oui, Bruno Moncel, comment peut-on aider l'International Visual Théâtre à continuer tout simplement à exister? Faut se mobiliser, ça c'est une première chose, c'est important. C'est vrai que par exemple aux États-Unis, il y a un théâtre national sourd par exemple. Et puis moi ce qui est très important, ce qu'ils disaient tous, c'est-à-dire que c'est un problème d'ignorance. Moi je peux juste peut-être témoigner de ça, c'est-à-dire que moi avant de rencontrer par hasard, parce que c'était un hasard, le monde des sourds, j'avais une ignorance totale de ce que c'était. C'est-à-dire je pensais que c'était des sourds muets, je pensais que c'était effectivement comme le disait Jean tout à l'heure une tare, je savais pas qu'il y avait une richesse de langage, je savais pas qu'il y avait une langue, ce qui fait que je crois qu'on est tous les entendants, et pourtant je ne suis pas sous-informé particulièrement, et le vrai problème, et là il y a un problème d'information, et je pense que ce que disait l'importance du Molière, elle est due aussi à ça, c'est que simplement c'est une importance médiatique, et que tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est passé médiatiquement et qu'on en a entendu parler. Mais je crois que l'important peut-être à dire là, c'est aussi c'est cette chose-là. Vous n'avez pas parlé des problèmes des universités, mais par exemple ça aussi c'est un vrai problème, c'est-à-dire que un sourd peut pas suivre l'université parce qu'il lui faut un interprète et qu'il n'y a pas d'université pour les sourds en France, alors qu'il y en a une. Il y en a une pardon, oui, à Chambéry. À Chambéry, il faut y aller à Chambéry. Parce qu'il faut aller à Chambéry, et que, non, moi ce que j'ai découvert comme ça, j'ai découvert un monde, une culture, une civilisation qui vit au milieu de nous et qui est sous-représentée, je suis exactement tout ce qu'ils disaient, ils le disent mieux que moi, qui est totalement sous-représentée dans notre société. Et au niveau du théâtre, c'est la seule chose que je peux dire, par exemple, il est incroyable que IVT ne soit pas, il y a tout le temps des lieux qui se libèrent, des centres dramatiques en France, des scènes nationales, etc. Pourquoi un centre dramatique national ne serait-il pas donné à l'International Visual Théâtre? Thierry Roisin, donc Stanislas a fait Vol mon dragon, vous avez fait Les Pierres, d'après donc Gertrude Stein, et puis vous allez commencer, je crois, vos répétitions pour Antigone. Et qui sera créé à Avignon, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, cet été. C'est ça. Un travail fait en concertation et en collaboration avec l'IVT. Tout à fait. Bon, on avait déjà eu, oui, cette première collaboration il y a 5-6 ans maintenant. Bon, à l'époque, j'avais d'ailleurs proposé à Emmanuelle de venir travailler avec nous, mais elle était jeune et puis il fallait qu'elle passe son bac. Passe ton bac d'abord. Et c'est vrai que cette première rencontre avait été quelque chose d'assez incroyable. Enfin, le fait de pouvoir travailler entre acteurs sourds et acteurs entendants, je trouve, enfin, dans la lignée de ce que dit Stanislas là maintenant, je crois que c'est un signe extrêmement important parce qu'il peut permettre d'aller au-delà de cette ignorance que, évidemment, enfin, toute une frange de population énorme qui n'a pas d'information ne sait pas et pense des bêtises. Je veux dire, où on pense que par exemple, la langue est faite qu'on épelle toutes les lettres. Bon, on découvre, nous qui les connaissons, bon, la richesse de cette langue qui n'a rien à voir avec une chose comme ça aussi laborieuse.
Et je pense que ce type de rencontre prend aujourd'hui vraiment, enfin peut-être dans le monde théâtral aussi, prend vraiment sens. Moi je travaille également avec d'autres acteurs, avec des musiciens, et régulièrement je travaille avec les sourds et je sens qu'il y a là une autre... le théâtre prend là un tout autre sens, une toute autre valeur. Parce ça ne peut pas être un spectacle de plus quand on travaille avec les acteurs sourds, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, mais ça veut dire quelque chose. Nicolas Philibert, vous avez contribué aussi par votre film, donc Le Pays des Sourds, à faire connaître le monde des sourds autrement. Quel combat reste-t-il à mener? Donc déjà, le maintien de l'International Visual Théâtre pour qu'il puisse continuer à travailler normalement. Quelles sont les autres priorités selon vous? J'ai l'impression surtout que il faudrait commencer à peut-être à comprendre que pour nous les entendants, eh bien les sourds, je dirais dans le monde complexe dans lequel on est, ce monde complexe et bruyant et saturé d'informations, et bien quelquefois je me dis les sourds peuvent nous apprendre à y voir plus clair. Comme si chez eux, on allait souvent plus vite que nous droit à l'essentiel. Et voilà, je crois que c'est une chose qui enrichit beaucoup les entendants. On a toujours pensé, pendant des siècles, en effet, que les sourds étaient des débiles, on l'a dit ce soir beaucoup. Moi, je pensais, avant de rencontrer le monde des sourds, que je me disais, par exemple, la langue des signes, comment se peut-elle qu'elle soit capable d'aller dans l'abstraction, dans les concepts, puisque c'est une langue d'image, hein, qui est si visuelle. Comment est-ce qu'on peut visualiser les concepts? Ce soir, on a la preuve qu'on a dit des choses très élaborées et très conceptuelles. Je crois que pour les entendants, c'est une source de richesse, c'est une ouverture d'esprit, c'est une manière pour nous d'apprendre à regarder autrement. Et je crois qu'il est urgent de leur faire la place qui est la leur, qu'ils devraient avoir. Donc le combat, je sais pas, le combat... Continuons le combat. On ne fait que commencer. Oui, alors il nous reste vraiment que très très peu de temps, à peine 2 minutes. Alors on va évidemment pas conclure, mais quels sont vos souhaits? Rachid Mimoun, quels sont vos souhaits et quelles sont les priorités dans vos combats? Rachid Mimoun. Moi je voudrais dire une chose qui me semble importante. C'est que la fédération, on peut vraiment se battre pour qu'il y ait une information qui soit faite auprès de toutes les personnes, de tous les citoyens de France. Et qu'on ne soit pas mis à part. Aux dernières choses aussi que je voudrais dire, parce que j'ai très très envie de le dire. Vous voyez, bon là, les personnes entendues qui sont présentes, Jean, Nicolas, Thierry, disent sans arrêt que notre langue est une langue qu'il faut respecter, une langue à part entière, agréable à voir, belle. Et les médecins nous disent que la langue des signes n'est pas belle. Voilà ce que eux pensent, c'est leur problème. Ok, enfin c'est ce qu'ils pensent. Alors pour eux, ce qui est important, c'est que l'on parle, c'est que l'on oralise, et que la langue des signes ne soit pas utilisée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, on voit souvent l'émission L'œil et la main, où on invite des personnes qui utilisent la langue des signes. Donc, que fait Emmanuel sur la 5e. Voilà, il y a donc Emmanuel, il y a plusieurs personnes qui sont présentes et qui utilisent la langue des signes. Et moi, ce que j'aimerais par la suite, c'est que là, on y est uniquement des oralistes, des sourds oralistes, pour qu'ils puissent enfin eux aussi s'exprimer et qu'ils puissent dire quand même ce qu'ils pensent eux de la langue des signes et voir s'ils font partie intégrante de la société ou s'ils n'en font pas partie. Parce que des personnes sourdes qui oralisent, pour voir si elles sont aussi intellectuellement développées, si elles ont autant de choses à dire, si elles ont autant la possibilité de les dire que nous. Voilà. Parce que je pense que là, on aurait vraiment un point de comparaison qui serait très important. Parce que là, les oralistes, on les cache aussi, on n'en parle pas non plus. Il faut penser à eux aussi. Il faut aussi qu'ils aient le droit de s'exprimer. Voilà. Et je voudrais que l'on puisse après demander aux médecins ce qu'eux aussi en pensent. Que des parents puissent aussi voir ce qu'il en est. Mais je veux plus que les médecins nous influencent trop. Chantal, une toute petite phrase. Moi, ce que je ne veux pas,
c'est que la langue des signes devienne un phénomène de mode. Ça, je ne le souhaite pas. La langue des signes est une véritable langue et c'est la langue des sourds, mais ce n'est pas une mode. Et ça, c'est très important. Emmanuel? Moi, j'ai envie de dire qu'en France, on est 3,5 millions de sourds. C'est évidemment sourdité toute confondue, c'est-à-dire personnes malentendantes, sourdes oralistes, sourds gestuels, vraiment toute sourdité confondue. L'histoire, effectivement, a fait qu'il y a eu des divisions dans cette communauté et des conflits. Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de dire ce soir, s'il vous plaît, soyons unis en communauté, tous ensemble. Tous, c'est-à-dire sourds oralistes, sourds gestuels, vraiment tous sourds confondus, sourds désirant le bilinguisme, etc., qui est vraiment une forte communauté. Et c'est vrai que l'histoire a fait qu'on a été divisés. J'aimerais qu'on batte l'histoire et qu'on prouve qu'on est plus intelligent et qu'on peut réussir à être solidaire et à se regrouper en communauté. Si on est divisé, on est faible. Si on est en communauté, on pourra se battre pour des idées politiques beaucoup plus si on est nombreux. Voilà ce que j'avais envie de dire. Bruno Moncel. Arrêtez les entendants de penser que les sourds ne sont pas capables de nous parler de l'abstrait, d'avoir des concepts. Vous voyez, ça se voit là ce soir, qu'on est des gens à part entière, que nous avons notre langue. Et maintenant, les sourds en colère, bon, nous nous battons vraiment pour nous faire reconnaître, pour faire reconnaître les droits des sourds. Et maintenant, ça commence à changer. Et les gens s'intéressent beaucoup plus aux sourds. Hein. Et là, les choses évoluent maintenant. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est que l'on regarde les sourds et que les entendants arrêtent de remplacer les sourds en disant « nous, on sait que ». Voilà, que ça cesse, ça. Parce que ça, c'est notre désir. Merci à vous tous. Cette émission va se terminer. Là, je vous propose qu'on se redonne un rendez-vous parce qu'on n'a fait qu'aborder les débuts du rivage du pays des sourds. Merci à vous tous. Merci aux 3 interprètes qui ont accepté de participer tout au long de cette émission à servir de messagères entre nos deux mondes. Et puis on va se quitter en musique en écoutant donc le groupe de percussion. Et puis en guise de signal dans la nuit, on se quittera en n'écoutant pas le générique du Cercle de Minuit, mais en écoutant le générique de L'œil et la main, une émission d'Emmanuel Laborie qu'on peut regarder sur la 5e chaîne. Merci à vous tous.